aussi rebondir sur quelques réflexions sur la théorie économique de la Révolution. Nous avons un éminent expert de la question qui a publié donc un article sur le sujet. Je voudrais l'interpeller là-dessus. Les facteurs du succès, l'intégration régionale, tout ça, ça fait partie aussi des choses qu'on abordera ensemble. J'espère que vous aurez aussi peut-être des petites interventions. On essaiera d'avoir quelques questions de la salle, mais vraiment très limitées pour rester dans le cadre temps qui est imparti. Alors, sans plus tarder, je voudrais m'adresser d'abord à Si Mohamed Nasser pour ouvrir officiellement de son point de vue le forum de la TUJ. Si Mohamed Nasser, je vous en prie. Mesdames et messieurs, lorsqu'il y a 2 jours, mon ami Mondar Khanfir m'a téléphoné pour m'inviter à votre forum, j'étais en train d'organiser moi-même un autre séminaire sur un sujet qui n'est pas identique, mais qui se rapproche de celui que vous êtes en train de traiter. Ce séminaire que j'organise, que j'ai commencé hier et qui continue aujourd'hui, concerne la justice, enfin, focalise sur la justice sociale et l'exclusion. Il a été ouvert hier par le Premier ministre et il continue aujourd'hui. Donc normalement, je devrais être à mon séminaire, mais j'ai préféré répondre. Je n'ai pas hésité à répondre à l'invitation de Mondar Khanfir et de la TUJ pour être parmi vous, pour vous dire que combien personnellement je suis très heureux de me retrouver avec vous, combien j'apprécie les initiatives de la TUJ et son forum annuel, combien je me sens en tant que Tunisien fier d'avoir cette élite tunisienne participer au débat important, au débat de l'heure. Et vous avez justement, et c'est là où je vous félicite les organisateurs, vous avez choisi un thème qui devrait être un des thèmes d'un débat national. Vous l'organisez au niveau de la TUJ, mais il devrait aussi figurer parmi les débats sur lesquels l'opinion publique devrait se porter. À un moment où, nous le constatons, l'espace, les médias, les journaux, tout est focalisé sur les élections. Tout est focalisé, bien, il y a des programmes de partis, mais des programmes qui sont très larges, qui sont à long terme. Il n'y a pas assez de débats, je trouve. Il n'y a pas assez de débats sur les problèmes de la société tunisienne et les problèmes d'aujourd'hui. Il n'y a pas une analyse suffisante des causes de cette révolution, comme si cette révolution a porté uniquement sur des motivations politiques. C'est vrai, cette révolution, elle est contre la corruption, elle est contre l'injustice, elle est contre le manque de liberté, elle est pour la démocratie. Mais c'est une révolution aussi qui a commencé parce qu'elle a commencé dans certaines régions du pays où il y a une insuffisance flagrante dans tous les domaines. Elle a commencé par des manifestations de jeunes qui sont en chômage. Elle a commencé par l'expression d'un malaise social, d'un ras-le-bol, d'une population qui ne pouvait pas continuer à supporter d'être gouvernée comme elle l'était, mais surtout une société, une population qui ne pouvait pas accepter de continuer à vivre dans les mêmes conditions. Je pense qu'un débat sur ces aspects-là est particulièrement utile, particulièrement nécessaire, de façon à ce que la façon dont nous devrions envisager l'avenir ne devrait pas porter simplement sur l'organisation du système politique, sur la constitution, sur la répartition des pouvoirs. C'est nécessaire, bien sûr. C'est indispensable. Mais aussi comment nous allons répondre aux aspirations de cette population. Parce que ces aspirations-là, elles n'ont pas été exprimées le 14 janvier seulement, ils continuent de s'exprimer.
Et il continue de s'exprimer d'une façon qui devrait retenir l'attention. Et personnellement, ce qui m'inquiète, c'est que cette révolution a balayé un système politique. Mais en même temps, elle a remis en cause le rôle de l'État, un des rôles essentiels de l'État, celui de régulateur du développement. Et justement, votre question, est-ce que nous allons débattre du projet de développement, du système de développement, du modèle de développement, ou plutôt du rôle que l'État devrait avoir dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ce modèle de développement, de façon à jouer son rôle régulateur et redistributeur entre les générations, entre les régions et entre les différentes catégories sociales. C'est vrai que les uns et les autres, des régions entières ne sont pas équipées, manquent de tout. Les populations de ces régions subissent non seulement l'insuffisance de l'infrastructure, l'absence d'hôpitaux, l'absence d'universités, d'infrastructures, mais c'est là où il y a le plus de chômeurs et c'est là où il y a le plus de pauvreté. Et c'est là où les jeunes de ces régions ont le moins de chances par rapport à leurs autres concitoyens des autres régions. Des chances d'aller, par exemple, dans une université, le chance de choisir une filière scientifique, d'être médecin, parce qu'il y a des instituts d'études supérieures, il y a quelques facultés, mais l'enseignement, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, n'est pas du même niveau. Ce qui fait que les populations et les jeunes de ces régions se sentent particulièrement défavorisés par rapport à leurs collègues. C'est une fracture, une réelle fracture sociale qui partage aujourd'hui la Tunisie. Et je dois revenir encore sur cet élément de fracture qui a encore ses traces et que nous devons essayer de surmonter. En plus de ces régions, il y a les jeunes qui sont en chômage. 700 000 chômeurs, mais surtout 170 000 personnes ont fait des études supérieures, ont reçu des diplômes, sont supposés être qualifiés et n'ont pas d'emploi. Non seulement ils n'ont pas d'emploi, mais ils attendent depuis de longues années. Vous avez vu dernièrement à Kasserine quelques-uns qui ont tenté de se suicider parce qu'ils n'ont pas réussi à un examen d'entrée pour être professeur d'enseignement secondaire. Et la plupart de ces gens attendent depuis plus de 10 ans dans cette situation de chômage. Je pense que nous ne pouvons pas parler de la situation de demain, de la Tunisie de demain, sans avoir dans l'esprit, sans sentir ce que sentent ou ce que ressentent ces jeunes qui n'ont pas d'espoir. Une population entière, une génération entière dans ce pays n'a pas d'espoir, au point qu'elle est appelée à se suicider ou bien qu'elle est appelée à prendre le large, à aller, n'est-ce pas, en Lampedusa ou ailleurs pour essayer de trouver une nouvelle chance. Donc, désespoir, absence de vision, absence de confiance. Il y a aussi les catégories sociales. Beaucoup d'entre vous travaillent dans les entreprises. Je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, avec quelques-uns, n'est-ce pas, dans certaines entreprises où il y a eu des vagues de protestations. Non pas pour revendiquer des augmentations de salaire, il y en avait, mais pour faire dégager des directeurs d'entreprise, pour protester contre des salaires excessifs, pour protester contre une façon de gérer l'entreprise. En fait, pour protester contre une forme telle qu'ils la sentent, eux, je ne la justifie pas, je l'explique, une forme d'injustice. Donc cette situation qui est à la base, qui est au fond, qui est derrière,
cette explosion, cette révolution, et qui fait aujourd'hui l'essentiel des revendications de ces populations. Elle s'est traduite par le départ, l'abolition du système politique, mais elle est, et c'est là justement une remarque personnelle que je voudrais faire en votre présence, elle se manifeste par d'autres manifestations, par d'autres aspects, par des comportements absolument inattendus. Au début de la Révolution, c'était le sentiment national qui triomphait, l'appartenance à la Tunisie, le drapeau de la Tunisie, le chant national qui était là, et il y avait une véritable fusion. Vous vous rappelez, au mois de janvier, au mois de février, il y avait des problèmes d'ordre, et des groupes de quartiers se sont constitués spontanément pour défendre leur quartier. Quand les événements en Libye ont commencé, un mouvement spontané de générosité et de solidarité s'est manifesté pour aller porter secours à ces réfugiés de toutes les nationalités. Mais ce mouvement fantastique est en train un petit peu de s'éteindre. Et personnellement, comme vous, en lisant le journal, en regardant la télé, je suis étonné de voir revenir à la surface des comportements plutôt primaires, plutôt anciens. Des tribus, des comportements de gens qui s'entretuent et pourtant qui vivent dans la même ville ou dans le même village depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je sens tendance à ne plus accorder de crédit à tous ceux qui représentent l'ordre. L'ordre et la loi n'ont plus le respect de l'ensemble de la population. Le lien social qui existe entre les différentes catégories de la population et qui donne l'envie de vivre ensemble et le désir de vivre ensemble, la nécessité de vivre ensemble, ce lien social, je sens qu'il est en train de s'étioler, de s'effriter. Et puis, derrière tout ça, plusieurs manifestations, plusieurs comportements montrent qu'il n'y a plus de confiance, ni dans les institutions, ni dans l'avenir. Et je pense que quand on parle d'un modèle de développement, on devrait intégrer dans ce modèle non seulement des réponses à toutes ces attentes, mais aussi un grand problème. Comment revenir à la normale? Comment reconstituer ce lien social? Comment reconstituer cette confiance? Comment recréer le contrat social entre la société et ce qui va organiser sa vie en commun, l'État? Mais c'est ça les questions, les vraies questions qui précèdent le problème du modèle de développement. Ce sont des questions qui sont essentiellement politiques, qui sont intimement liées aux problèmes sociaux et bien sûr aux problèmes de développement. Croissance, investissement, oui, pour créer des emplois. Mais avant cela, il va falloir remettre la machine en marche. Il va falloir créer des conditions pour que les Tunisiens reprennent l'envie de vivre ensemble et qu'ils reprennent à avoir confiance dans l'avenir. Ce qui fait que le modèle de développement devrait comporter à la fois des réponses à la situation urgente d'aujourd'hui. Nous avons parlé avec ces Mansour, j'ai le plaisir de retrouver ici, il y a quelques jours.
nous avons ces 150 000 chômeurs, n'est-ce pas? Est-ce que il va falloir préparer, ou prévoir, ou envisager quelque chose pour les intégrer, leur donner la possibilité de trouver un emploi. Mais au-delà de ces 150, il y a tous ceux qui viennent, toutes les générations, toutes les cohortes qui vont sortir des universités, et ils sont nombreux, des universités, des écoles professionnelles, des établissements de formation, toute cette jeunesse. Il va falloir que ce modèle de développement puisse lui donner sa place. Et nous arrivons... Je ne suis pas là pour... c'est votre effort, votre forum va essayer de formuler un petit peu les contours de ce modèle. Mais ce modèle de développement devrait être un développement durable, c'est-à-dire qu'il doit nécessairement répondre aux besoins de la jeunesse. Il doit, à mon avis, un modèle qui doit faire prévaloir l'avenir sur le présent. Privilégier l'avenir sur le présent et essayer de maintenir des chances, de garantir des chances pour les jeunes, que ce soit des chances d'emploi, que ce soit des chances de progrès, ou tout simplement des chances de vivre dans une atmosphère et dans un environnement convenable et supportable. Donc un développement durable, un développement équitable, qui nécessite une réforme, une révision du système fiscal, une révision du système des salaires, de la politique des salaires qui est liée aujourd'hui uniquement au prix et au niveau des prix, donc au coût de la vie, et qui est faite juste pour maintenir le pouvoir d'achat. L'aspect productivité est absent de la politique des salaires et on ne voit pas un modèle de développement qui ne prenne pas en considération le partage des fruits ou des gains de productivité. Un modèle de développement concerté qui nécessite un développement de la démocratie locale et de la démocratie sociale aussi. Dans les entreprises, nous avons parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de ces conflits à l'intérieur des entreprises. Après la révolution du 14 janvier, du nombre de grèves extraordinaires, n'est-ce pas? Le nombre de grèves a augmenté, la participation aux grèves a également augmenté. Avant, c'était 50, 40 qui participaient aux grèves. Maintenant, c'est 85-90% de salariés qui participent aux grèves. Le dialogue social dont on parle beaucoup est absent au niveau de l'entreprise. L'entreprise doit également changer de comportement et se comporter comme une entreprise socialement responsable, qui doit privilégier un véritable dialogue social de façon à permettre la mise en œuvre d'une véritable démocratie au sein même de l'entreprise, de façon à améliorer la productivité, améliorer l'engagement des salariés. Un développement inclusif qui doit se préoccuper non pas simplement de l'économie formelle, mais aussi un peu de l'économie informelle. 40% des gens vivent aujourd'hui de l'économie informelle. Est-ce qu'on va maintenir et parler seulement et raisonner seulement dans le cadre des économies formelles, ou bien faut-il essayer de pousser ce secteur informel vers la formalité, mais d'une façon progressive, en mettant en place un système qui leur permet d'améliorer leurs revenus et d'améliorer leur contribution au développement du pays. Un développement solidaire surtout, qui doit faire participer toutes les catégories sociales et tous les citoyens à l'effort de développement. Mais ce modèle de développement, encore une fois, votre séminaire ou votre rencontre, votre forum va certainement en discuter. Vous allez proposer des formules, des aménagements, des modifications, des ajustements de ce modèle. Mais le problème reste comment
remettre le pays en marche, comment restituer la confiance, comment rétablir le contrat social, comment rétablir la confiance dans le présent et surtout dans l'avenir. Et cela, je m'adresse à ceux d'entre vous qui font de la politique ou qui sont engagés dans l'action politique, cela nécessite un consensus national. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne peuvent pas être résolus par la simple élection d'une assemblée consultative et constituante, représentative, elle sera représentative, et il en sortira un gouvernement représentant une majorité. Les problèmes de l'heure, les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes de demain, le rétablissement de la confiance nécessite plus qu'un gouvernement de majorité. Il nécessite un consensus national. Un consensus national sur l'état de la nation, sur les problèmes de la nation, sur l'agenda que nous devons adopter, encore une fois, dans un consensus national qui établira ce qui doit être fait dans l'immédiat et ce qui doit être fait dans un avenir plus ou moins lointain. Et surtout, des règles de jeu qui permettent de remettre la confiance dans les institutions et dans l'avenir du pays. Merci de votre attention. Cette introduction. Sans plus tarder, je vais m'adresser à Si Mansour Malla comme témoin de l'histoire, quelque part, puisqu'il avait une mémoire de toutes les réformes depuis Bourguiba. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancien modèle? Où est la faille? En tout cas, qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Quelles sont les leçons à tirer de notre échec sur le plan économique? Si vous voulez, si vous voulez.